Alors bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Nous sommes mardi 1er novembre 2022 et je voulais commencer un petit peu à travailler sur Hegel. Je ne sais pas si j'ai dû faire quelques vidéos sur Hegel et pour moi, il représente, je pense, le, un des plus grands philosophes depuis Platon, à mon sens. Bon, c'est intuitif hein, ce que je dis. Il y a beaucoup de philosophes qui sont que j'adore. Globalement, j'aime tous les philosophes, même ceux avec qui je peux rentrer en contradiction, comme Nietzsche par exemple. Et pourtant, voilà, Nietzsche, je pense que euh, il a perçu ce que je développe sur le site Mécanique universelle et que d'autres comme Hegel ou comme Spinoza ou comme voilà même Platon, je pense, euh, ont déjà eu l'intuition et toutes les grandes religions, c'est que l'humanité se dirige une, vers la révélation, c'est le nom de l'Apocalypse, ou le, vers la période d'or, voilà tout, ce, que, ce que pensent un petit peu toutes les, grandes, toutes les grandes religions. Alors les religions cycliques, comme celle de l'Asie par exemple, pensent que la, euh, l'âge d'or est, revient, voilà, il y a un âge de corruption, puis ça s'améliore, etc. On arrive jusqu'à un âge d'or, un état de perfection, et puis on repart dans un cycle, etc. Et du côté, ça c'est du côté asiatique, et du côté des religions euh, occidentalo-orientales, on pourrait dire, voilà, à partir du côté du judaïsme, du christianisme, de l'islam, euh, c'est la même chose finalement. On va vers l'âge d'or, mais c'est linéaire. Voilà, l'histoire de l'humanité, c'est celle-ci. Elle commence dans un moment un peu de corruption, dans la nuit des temps, voilà un- une période pas éclairée en somme, et elle va vers l'âge d'or qui est l'Apocalypse, et l'Apocalypse ça veut dire la révélation, donc c'est le, c'est le divin qui se révèle en somme, voilà. Alors bon, après, il y a les interprétations, le Machia qui doit arriver, etc. Bon, en tout cas, c'est sur ce principe-là. Et je pense que Hegel a montré toute la mécanique de cette évolution-là. Et c'est ce que j'essaie de faire à travers la mécanique universelle. Je ne connaissais pas Hegel quand j'ai commencé à travailler sur la mécanique universelle. Donc voilà, ça a été en fait la solution qui m'est apparue intuitivement. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Cette phrase s'est inscrite, j'étais en train d'écrire des petites nouvelles et j'ai écrit cette phrase comme ça intuitivement, je ne sais pas pourquoi. Et depuis, à partir de là, j'ai remonté le fleuve, j'ai dû remonter le fleuve de cette intuition. Voilà, et donc analyser un peu toute la logique de cette, euh, de cette découverte pour la préciser, pour essayer de, de vraiment
la solidifier, voir si elle était juste, de la justifier, voilà, etc. De la vérifier. Et au final, pour moi, elle est tout à fait juste. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection, comme toutes les grandes spiritualités l'ont compris. Et cet état de perfection, l'âge d'or, c'est maintenant, on peut commencer à entrevoir ce que ça peut être. Donc la paix universelle, on sait qu'on est capable de ça, on sait qu'on a construit les structures pour fonctionner universellement, l'ONU, l'OMS, l'OMC, etc., etc., l'UNESCO, bon bref, enfin une grande partie des structures sont déjà là. On peut vraiment arriver facilement à un fonctionnement universel, juste, bon, bienveillant, etc., pacifique, l'homme. Donc on arrivera à la paix universelle aussi, pour moi, c'est ça cette finalité. Mais cette finalité, son fondement, il est spirituel. C'est l'accession à l'extase facile, c'est-à-dire la fusion avec le divin. Voilà, pourquoi, je ne sais pas, mais c'est ce vers quoi on va, pour moi, c'est la direction vers laquelle on va. Pourquoi oui, bien sûr, je le sais, parce qu'en définitive, cet état, l'état d'extase, dépasse la mort. Donc, vaincre la mort, en fait, et permet de ressentir ce qu'est vraiment le principe à l'origine de cet univers, à l'origine de la création. Voilà. Donc, je voudrais commencer sur, voilà, je voudrais lire cet ouvrage-là. Hegel, c'est un petit, voilà, une sorte de que sais-je, c'est pas que sais-je, mais c'est un autre truc. Et voilà, je vais lire cette petite dédicace. C'est un ami qui me l'avait donnée il y a plus de 12-13 ans, je pense. Voilà, il se reconnaîtra. Merci Thierry. Voilà, en tout cas, de cet ouvrage-là, je vais... Voilà. Et puis, comme d'habitude, je lis, je découvre en même temps et je digresse. Voilà, je pars un peu dans mes petits délires relatifs à cette théorie dont j'ai parlé précédemment, qui est sur mécaniqueuniverselle.net. Donc je commence. La vie. On prêtait à Hegel une vie calme, limpide, unie. Alors je suis désolé, voilà, j'ai des difficultés à respirer et donc ça donne je suis mal oxygéné et c'est un petit peu laborieux de parler, de trouver les mots, d'être bien, voilà, d'avoir un langage un peu agréable. J'y peux rien, mais j'ai envie de travailler et j'ai pas envie d'attendre, voilà. J'ai une sorte de sentiment d'urgence. Il faut que je finisse de travailler et voilà, j'ai beaucoup de choses encore à faire et je veux les faire contre vents et marées. Voilà, donc désolé pour cette lecture, je vais essayer de la rendre la plus agréable possible pourtant. Alors, une vie calme, limpide, unie, c'est ce qu'on prêtait à Hegel. Quelle méprise! Simplement, la prudence du philosophe s'était alliée aux circonstances pour en cacher les traverses et les tourments. Ah bon? La recherche érudite révèle maintenant ses secrets, mais elle ne réussit pas encore à effacer la désagréable caricature de Hegel que Lucien R. avait naguère tracée. Le souabe bonhomme est raide, alors donc ouvrez les guillemets, le souabe bonhomme est raide, au travail régulier et tenace, l'homme d'intellectualité pure, sans vie extérieure, l'homme à l'imagination interne,
puissante, sans charme et sans sympathie, le bourgeois aux vertus modestes et ternes, et par-dessus tout, le fonctionnaire ami de la force et de l'ordre, réaliste et respectueux. Bon, alors voilà comment fermer les guillemets. Voilà comment, sans doute, Lucien R. le voyait. Il est possible qu'il ait une partie de cette façon d'exister. Quand on lit son travail, on se rend compte qu'il est... Enfin, voilà, j'ai pas lu dans le texte, j'ai lu des analyses, j'ai écouté des audios, justement, comme je le disais dans des vidéos précédentes. C'est d'ailleurs lui qui m'a donné envie de m'intéresser plus profondément à Hegel. Donc c'est Olivier bon bref, oh là, je suis désolé. Olivier Tinlan, un professeur de philosophie et sans doute un philosophe qui est à la faculté de Montpellier, apparemment, et qui a une vision absolument claire et profonde du travail de Hegel, et qui, dans les vidéos que vous pouvez trouver sur France Culture, sur les chemins de la philosophie, vous tapez Hegel et Tinland, Tinland, et vous trouvez ces vidéos qui sont vraiment, pour moi, vraiment super intéressantes. Et donc, on voit l'intelligence absolue de ce Hegel. Et donc, voilà, ça permet pas de fioriture aussi, ce type de réflexion tellement incroyable, quoi, parce qu'il faut vraiment plonger dans il s'intéresse à toute l'évolution de l'humanité et pourquoi le monde est comme ça, et pourquoi il y a la violence, et pourquoi il y a la domination, pourquoi il y a le maître et l'esclave, pourquoi on va, etc. Et pourquoi l'esprit évolue, en fait, parce que c'est en fait la révélation progressive de l'esprit jusqu'à sa finalité. Donc quand on s'intéresse à ce genre de réflexion, quand on plonge dans cette aventure extraordinaire, là, bon voilà, ça cadre, ça oblige on ne peut pas avoir des fioritures, hein, on ne peut pas vivre la vie qu'a vécu Hegel, qu'a vécu Nietzsche par exemple. Voilà, Nietzsche, il s'est baladé, il a écrit, la façon dont il a écrit, ça correspondait à sa façon de vivre, voilà, de voyager, etc. Et c'est une autre façon de travailler. Donc, on peut imaginer que il a pas vraiment beaucoup bougé, quoi. Hein. Il était, voilà, un travail régulier, tenace. C'est clair que ça va avec sa philosophie. Donc, je continue. En fait, dans une époque troublée, Hegel a mené anxieusement une existence rendue souvent précaire par la misère. Ah bon? En plus. Les tiraillements familiaux, ah ouais, je ne savais pas, les conséquences désastreuses des guerres, oui, ça j'en avais entendu parler, la mesquinerie des autorités et ses difficultés pratiques exacerbaient ses inquiétudes intellectuelles. Alors bien sûr, voilà, c'est ça, si la mesquinerie des autorités lui ont barré la route, lui ont posé des difficultés, il est tout à fait normal qu'il ait cherché tous les moyens de mettre à distance et donc de s'isoler, de faire le moins de vagues possible, d'être voilà, une sorte de fonctionnaire qui s'organise pour pas avoir à travailler comme un malade pour survivre. Voilà, il s'est peut-être organisé comme ça pour pouvoir faire cette œuvre gigantesque. C'est pas n'importe quelle œuvre qu'il a créée. Il associa étroitement son projet spirituel
au destin de son temps. Alors, ça n'empêche pas que, quand même, je reviens, et par-dessus tout, le fonctionnaire ami de la force et de l'ordre, par exemple. Et je sais qu'il a écrit des choses qui sont contestables, très certainement. Euh, je les connais pas vraiment, mais très certainement. Donc, ça n'empêche pas que, voilà, on peut, il est critiquable, etc., etc. Il y a bien entendu. Mais, voilà, ce qu'on doit retirer de cette œuvre, à mon sens, et on doit condamner et critiquer tout ce qui est négatif dans l'œuvre de quelqu'un, c'est complètement logique, c'est légitime. Et pour tous les philosophes, c'est valable pour tous les philosophes, comme pour les spiritualités, comme pour les religions. Les choses qui sont passées, dépassées, et qui correspondent à un temps où voilà, des comportements qui ne peuvent pas exister, c'est tout à fait légitime de les condamner. Voilà ce que disait Aristote, qu'il y a des hommes esclaves par nature. Bon, ben voilà, c'est plus audible, voilà, il faut même prendre appui sur ce genre de propos pour aller vers le chemin inverse, bien sûr, et pour changer les choses et les faire évoluer. Nul philosophe avant lui n'avait plus délibérément refusé de se replier sur soi, de se calfeutrer dans sa subjectivité. Les incidents de l'actualité tenaient son esprit en alerte. Et il prétendait que la lecture des journaux est une sorte de prière du matin réaliste. Voilà, alors il faut bien ramener le truc en 1800 et quelques, hein, fin du 18e, début du 19e. Et il n'avait pas accès à Google, à Internet. Il suffit de voir la chance que nous avons. Quelqu'un comme moi n'avait aucune chance au 18e siècle ou au 19e siècle de sortir de la matrice où j'étais. Et c'est valable pour tous les philosophes qui viennent du ruisseau. Hein. Voilà, Michel Onfray et bien d'autres. C'était extrêmement difficile. Peut-être que ça existait, mais c'était extrêmement compliqué à cette époque-là. Et maintenant, on voit à quel point on peut avoir accès à toutes les connaissances que n'importe quel scientifique, auquel n'importe quel scientifique, n'importe quel philosophe a accès sur Internet, dans les bibliothèques, etc. C'est incroyable, quoi. On a accès au temps, on peut s'organiser pour avoir le temps pour travailler, pour créer, pour faire son œuvre, etc. Donc c'est quelque chose de bien particulier. Voilà. Donc pour lui, la lecture des journaux du matin était une nécessité absolue. Voilà. Et peut-être que c'est ce qui a poussé aussi à faire quelques erreurs. Par exemple, quand il a appris que Napoléon, venait d'être sacré, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, il l'a appris dans les journaux très certainement, et il a cru que voilà, le monde était, voilà, que l'unification du monde était, ça y est, c'était plié, c'était ce que le monde attendait, etc. Et évidemment, il n'y avait pas accès à toute la contestation qu'aujourd'hui on peut avoir. On peut avoir accès à autre chose que ce que les médias, par exemple occidentaux actuellement, les médias en France, donnent une version des choses, de ce qui se passe, de la guerre, de notre rapport avec l'Afrique, de tout un tas de choses qui, qui, n'est, qui, qui est un point de vue, voilà, et qui est orienté, mais on a accès à partir d'Internet à tout un tas de contradictions, etc., etc. Donc on peut vraiment avoir des visions plus limpides maintenant, je pense, au niveau politique. Parce qu'il faut bien distinguer son travail sur l'évolution de l'humanité, son travail téléologique,
puisque c'est ça, l'étude des fins, la téléologie, l'étude des fins, son travail téléologique avec les à côté politiques, etc., qu'il a dû travailler vis-à-vis de ça. Et là, on fait tous des erreurs, tous les philosophes qui s'intéressent à la politique, malheureusement, un jour ou l'autre sont dépassés, et de plus en plus rapidement maintenant. Donc, on est, voilà, à part si on est, pardon, si on est absolument objectif, et ce qui était très certainement, justement, Hegel, c'est ce que j'ai entendu avec Olivier Tinlan lorsqu'il parle dans une vidéo sur Hegel était-il pour l'esclavage. Il démontre vraiment que il était malgré tout une des idées les plus novatrices de l'époque, même si voilà, il avait les stéréotypes qui étaient présents de ce moment-là où l'Occident était voilà, était en plein dans les conquêtes. Il n'avait pas une vision, il n'avait pas accès à ce que René Guénon, par exemple, un siècle plus tard, pouvait penser du rapport entre l'Occident et l'Orient. Parce qu'il y avait déjà un recul, on avait compris le mécanisme et les affres que l'Occident pouvait faire endurer aux sociétés, aux civilisations traditionnelles, aux sociétés traditionnelles, par son narcissisme, en somme. Voilà. Et donc, voilà. Bon, je continue. Alors, contraint pour survivre de pratiquer bien des métiers et d'émigrer de pays en pays, dans l'Allemagne divisée, Hegel n'a pas été épargné par le tourbillon des événements. Et il en a fait l'objet principal de ses méditations. Et bien alors, c'est l'inverse de ce que je pensais. Je pensais qu'il avait pu être tranquille durant son existence, faire son œuvre en paix sans être... Mais en fait, il a dû voilà, se battre contre l'adversité et en même temps faire une œuvre considérable. C'est tout simplement extraordinaire. Il faut une sacrée santé pour ça. Pour attirer son attention, la ruse de l'histoire ne pouvait mieux manœuvrer. Et ça a été une des phrases extraordinaires quand j'ai commencé, il y a une dizaine d'années, à lire Hegel, ou enfin des gens qui rapportaient ce qu'il disait. La ruse de la raison. Ça, c'était quelque chose qui m'a vraiment parlé. C'était clair que le monde était... qu'il y a voilà, cette chose, comme quand on plonge un bâton dans l'eau, on le voit courbe, mais il l'est pas. Donc, et la ruse de la raison, c'est une idée tout simplement géniale. Voilà. Et il y en a plein de ces points de vue un peu géniaux chez ce philosophe magnifique. Donc, pour attirer son attention, la ruse de l'histoire ne pouvait mieux manœuvrer. Elle fit naître son philosophe à Stuttgart en 1770, afin qu'il s'éprit à 20 ans de la jeune Révolution française. Et oui, c'est ça, à 20 ans, il apprend la Révolution française. Et là, c'est un bouleversement extraordinaire. D'un seul coup, le monde, un monde trimillénaire, où ce sont des rois qui constamment se succèdent, etc. Il y a un pouvoir un peu bloqué comme ça par une aristocratie qui peut-être pas trimillénaire, mais bon, voilà ce principe où les dominants ont le pouvoir et où ils se le transmettent et où ils s'affirment aux dépens du peuple. Voilà, c'est un principe, c'est le principe archaïque qu'on retrouve dans la nature, des dominants qui se hissent en tête en se bagarrant, le plus fort prend le pouvoir et il thésaurise tous les privilèges. Et la démocratie inverse ce mécanisme, donc inverse le mécanisme de la nature,
parce que ça, c'est le mécanisme normal, et donc de la nature. Et donc la démocratie, elle fait l'inverse. Elle demande à ses dominants de monter parce que c'est les meilleurs. Voilà, donc il y a pas, elle n'est pas en contradiction avec le système des dominants, mais elle leur demande de se bagarrer pour atteindre le pouvoir, mais de se bagarrer de façon juste, dans des règles, etc., etc. Et une fois au pouvoir, c'est pour qu'ils fassent la politique de l'ensemble du groupe, la politique du peuple. Donc ils doivent, c'est plus thésauriser les privilèges, ils doivent écarter ce type d'idée de leur esprit pour pouvoir servir le mieux possible le peuple qui est le souverain en démocratie. Voilà. Et donc il y a ça qui arrive, c'est devant lui, enfin c'est évident qu'il y a un bouleversement énorme. Mais comme maintenant, pour moi, je suis à un moment aussi de grands bouleversements. Ça se voit pas de la même manière parce qu'il n'y a pas eu de, il n'y a pas une explosion comme la Révolution française. Il n'y a pas ce genre de choses aussi puissantes, mais il y a l'idée, tout, voilà, il y a l'idée du village planétaire qui est de mon époque, par exemple, de notre époque là, que, voilà, c'est la première fois que dans la mentalité mondiale intègre l'idée du village planétaire, d'être vraiment tous, d'appartenir tous à la même communauté humaine. Voilà, par exemple, d'avoir construit les structures de cela, d'avoir inventé les objets pour pouvoir communiquer tous ensemble sur cette planète. C'est hallucinant, quoi. Et tout ça, évidemment, ça met en éveil tous les hyper créatifs, tous les hyper intuitifs. Là, il y a même s'il y a eu une période un peu de stagnation parce que le passage du siècle, du millénaire, en changeant de millénaire, il y a eu une sorte de stupéfaction. Et puis, voilà, ça s'est fait sous les auspices du néolibéralisme, qui est un moment régressif de la pensée et voilà, qui a mis la quête de l'argent, la quête du pouvoir, enfin, toutes les pulsions basiques devant nos yeux, comme si c'était ce qu'on devait tous aller chercher, quoi. Hein. C'était ce que prônait Bernard Tapie. Il faut être des winners. Voilà, ça, on a eu cette période-là qui a abêti un peu la population. Mais là, on sent bien qu'on part sur quelque chose, voilà, et que le monde a vraiment envie de changer. Voilà, on commence à penser à des villes propres, à rentrer vraiment dans l'écologie, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de changer. C'est une révolution douce, sans violence, qui est en train de se pratiquer. Donc, George Wilhelm Friedrich Hegel, étudiant à Tübingen, précepteur en Suisse et à Francfort, a observé de très près et avec un intérêt passionné les actes successifs du grand drame français. À la fin de sa vie, en pleine restauration fanatique et brutale, il ne craindra pas de proclamer que la Révolution française constitue le fait historique le plus décisif depuis l'apparition du christianisme. Je suis entièrement d'accord avec lui, mais on peut le dire de toutes les périodes. Voilà, c'est le décisif. Et puis 2000 ans avant, c'est l'apparition du monothéisme avec le judaïsme. Et puis l'empire qui se constitue chez les Égyptiens, c'est un tournant extraordinaire. Et chez les Perses, etc., l'arrivée de la démocratie en Grèce, la philosophie, l'apparition de la philosophie, l'invention de la roue avant, etc., etc. Voilà. On est tout le temps dans des mouvements comme ça. Chaque siècle, il y a quelque chose d'extraordinaire
qui va se faire. Mais effectivement, et entre l'apparition du christianisme et la Révolution française, il y a eu des tas de choses très importantes dans l'humanité. Voilà, je vais arrêter là pour cette première vidéo sur cet ouvrage. Merci de votre écoute et pardon encore de ma lecture pas très agréable à entendre. À bientôt. N'oubliez pas, si vous êtes d'accord, de mettre un avis ou de soutenir. Il paraît que c'est important pour que ces théories se répandent un peu plus, voilà, qu'il y ait un peu plus de monde qui puisse écouter toutes mes élucubrations. À bientôt.